Bienvenue dans ce nouvel épisode ABD Podcast. Aujourd'hui, je reçois le champion du monde de Girvois Sport, Stéphane Dogman. Ensemble, on va débattre de l'approche Girvois versus Hardstyle en kettlebell. Ça promet. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je peux vous garantir que vous allez être aussi surpris de moi de la posture du champion de Girvois sur le sujet. Avant de démarrer, abonnez-vous et accrochez-vous, c'est du costaud. Salut Stéphane, comment tu vas? Écoute, ça va super bien et toi? Ça fait plaisir de te voir, je suis bien content, je me réjouis. Ouais. J'aime toujours débattre avec toi. La dernière fois, putain, tu te rappelles, c'était pendant le Covid. Ça nous laisse 3 ans en arrière, je pense, un truc comme ça. Ouais, puis elle avait bien marché en plus, cette petite interview, c'était sympa et tout, on avait pu se découvrir un petit peu, c'était cool. Ouais, grand plaisir. Et puis depuis, on interagit dès qu'on en a l'occasion. Et là, on en a une belle parce que je t'ai tendu un peu une perche quand même. J'ai pensé à toi en faisant ce petit réel. Je me suis dit, tiens, d'ailleurs, je crois même que je t'avais tagué dans le truc. J'attends de voir la réaction du Dogman en la matière. Et j'étais pas déçu. Moi, je sais qu'on est souvent raccord sur plein de choses. Mais aujourd'hui, on lance le débat en live. Et c'est toi qui me l'as proposé. Je te laisse l'introduire. Alors, le débat déjà, c'est de se dire qu'est-ce qui est mieux, Strong First ou Kettlebell Sport. D'accord? Donc, on va déjà déconstruire tout de suite ça. Il n'y a pas de mieux ou moins bien. Il faut juste contextualiser qu'est-ce qui est plus intéressant de prendre dans un certain contexte ou dans un autre contexte. Mais ce débat, en fait, il remonte historiquement, en fait, aux alentours des années 99-2000 aux États-Unis, lorsque Valeri Fedorenko, qui est le premier champion du monde de l'histoire, est arrivé aux États-Unis et il a proposé donc le kettlebell sport. Et donc, Pavel Tsatsouline, qui était déjà implanté, qui avait créé à l'époque le RKC, qui est anciennement Strong First. Il faut savoir en fait que à la base, c'était le RKC. Moi, je suis instructeur RKC depuis 2000. Et il a bifurqué sur Strong First parce qu'il a eu un problème avec son partenaire de l'époque. Donc, il a dû se dissocier. RKC existe toujours, c'est avec l'entreprise Dragon d'Or. Bon, bref, c'est l'histoire, ça. Ah, c'est marrant, je connaissais pas cette anecdote. Intéressant. Alors, ouais, moi, pour l'histoire, en fait, le meilleur ami de Pavel, je le connais. Il fait des compétitions dans ma fédération, en fait. Et donc, il parle super bien français. Il m'a pu m'expliquer plein de trucs. Et donc, après, si tu veux, Pavel, lui, a développé donc Strong First. Et là, il a intégré du soulevé de terre, des tractions. Il s'est vraiment orienté sur plus la force, en fait. Tu vois. Mais donc, ce débat, en fait, il a été lancé. C'était un débat commercial, en fait. C'est Pavel qui a lancé ça en disant, voilà, Strong First, nous, on fait plus de force, parce que il fallait concurrencer l'arrivée de Valeri Fedorenko, qui était un homme très fort dans notre discipline, tu vois. Et le débat est parti comme ça. Voilà. Et je pense que il faut expliquer aux gens qu'en fait, tout est intéressant, mais dans tout, je pense, sauf qu'il faut contextualiser systématiquement. C'est-à-dire pourquoi on va prendre un swing Strong First plutôt qu'un swing kettlebell sport, bien que des swings, il en existe des tas et qu'en fonction de ce qu'on veut faire, il faut sélectionner le type de swing. Je donne un exemple tout con, les gens le connaissent peut-être pas, mais il y a le back swing, qui est un swing qui isole principalement le dos et les fessiers et où on a les jambes quasiment droites, tu vois. Ça, les gens ne le connaissent pas trop. Après, il y a tout ce qu'il y a, donc, ce qu'on appelle Projachka. Nous, c'est l'inverse, en fait, du Russian swing, tu vois, parce qu'il va solliciter les épaules, swing à un bras, swing deux bras, swing avec oscillation, back swing, swing strong first, etc. Bon, bref, il y a plein de swings différents. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire pourquoi on va prendre un swing, par exemple, strong first, et pourquoi on va prendre un swing, par exemple, type kettlebell sport avec une oscillation. Voilà. Et par expérience, moi, je dirais qu'un swing strong first serait très intéressant dans un cadre spécifique, par exemple pour du soulevé de terre, pour l'extension de hanche, pour le travail de l'extension de hanche. Et un swing type kettlebell sport va être intéressant pour faire du swing dans un cadre de puissance endurance, de volume musculaire. Voilà. Et on cherche vraiment à faire du volume. Il y a une vraie dimension métabolique. Déjà, je voudrais te féliciter parce que c'est jamais facile quand on est sportif de haut niveau et qu'on est ancré dans une forme de pratique qui est en plus la vraie pratique codifiée sportive. Voilà, le kettlebell en compétition s'exprime principalement dans ta dimension, dans ta discipline. Bon, du coup, la plupart des gens, ils établissent ça comme la vérité. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est très très rare que les gens prennent cette distanciation-là. Et très très vite, dès qu'il y a des écoles, dès qu'il y a des franchises et qu'il y a des courants de pensée, très très vite on tombe dans le dogmatisme
Évidemment, moi, je viens de la haute performance, donc le dogmatisme, c'est l'anti-haute performance. Tu vois, il faudrait complètement être en dehors de ça parce que la fin justifie toujours les moyens. On n'est pas là pour Exactement. défendre une école, on n'est pas là pour représenter, nous, les préparateurs physiques, hein, je dis on, pour représenter un mouvement ou une franchise, encore moins une franchise, on est là pour faire de la performance. Et à partir de là, eh ben, on s'interdit rien dans le cadre légal de la loi sportive et des règles sportives, évidemment, de la santé. On ne s'interdit rien. C'est-à-dire que si on doit faire un mouvement relâché, balistique, pendulaire, parce que ça a du sens dans la discipline ou dans le moment qu'on est en train de préparer, eh ben, il faut le faire, même si on est issu de Strong First. Strong First, quelque part, moi j'adore Strong First, c'est plutôt ma pratique kettlebell, à moi qui suis préparateur physique, parce qu'effectivement la force c'est quand même un truc hyper central chez nous, mais c'est pas le seul problème qui est posé, le seul challenge qui est posé au préparateur physique, et surtout c'est un mouvement semi-technique d'un certain point de vue. C'est déjà une restriction fermée, comme peut l'être un muscle snatch en haltéro, tu vois ce que je veux dire? C'est la même chose. J'avais bien ta comparaison que tu me disais vite fait par texto l'autre jour. C'est comme opposer la force athlétique et l'haltéro. C'est complètement con. Bah ouais. Un 100 mètres ou un 400 mètres, tu vois, c'est plus du tout le même travail, tu vois. C'est ça. Et tu cherches pas les mêmes adaptations, t'as pas les mêmes objectifs, t'as pas le même contexte. Faut juste savoir pourquoi on le fait, par contre. C'est ça qui est grave. Et c'est ce que la plupart des gens ne pensent pas, c'est-à-dire qu'ils ne se disent pas pourquoi je fais ça. Alors, quand tu parles du dogmatisme, j'ai pas toujours eu ce courant de pensée. Mais est-ce que tu connais l'étude de Dunning-Kruger où lorsqu'on commence, eh ben, on est persuadé qu'on sait tout. Et puis, au fur et à mesure des années, on se rend compte qu'on sait rien. Bon, bah là, je suis tombé depuis quelques années dans une vallée de l'humilité où je me rends compte qu'il y a énormément de choses à apprendre. Ça fait quand même 15 piges que je respire kettlebell matin et soir, tu vois. Et je me rends compte que l'univers des kettlebells est très vaste. Et moi, je suis un passionné un petit peu de kettlebell avant la partie sportive. Et je me rends compte qu'il y a quand même des choses à prendre de tous les côtés. Et tout le monde peut apporter sa part à cet outil. C'est ce qui est formidable parce que de par sa forme, on peut faire plein de choses, tu vois. Et pour en revenir donc à Strong First, moi, je suis issu du RKC à la base. J'ai commencé ça en fait parce que je venais d'arrêter la boxe. Et je déménageais, j'arrivais à la campagne, il n'y avait pas de salle de musculation à l'époque où j'étais, tu vois. Et je voulais renforcer mon corps, je voulais quand même conserver mon cardio, conserver mon explosivité et tout ça. Donc, j'avais trouvé que l'outil et la méthode RKC étaient intéressantes parce qu'on pouvait faire plein de choses, tu vois. On pouvait travailler plein de groupes musculaires. Et ça rentrait dans le domaine fonctionnel que je recherchais pour ma pratique de boxeur. Tu vois, donc c'était et après, j'ai découvert la partie sportive. Donc là, je suis parti dans un autre domaine. Mais si tu veux, à l'origine, moi, c'est pour la boxe que j'ai utilisé cet outil. D'ailleurs, j'ai créé un concept. En support de préparation physique. Voilà. Moi, j'ai créé un concept en 2013 avec Dominique Paris, si tu l'as connu, qui était un excellent préparateur physique en France, qui est parti aux États-Unis, qu'on a appelé le knockout conditioning, qui visait justement à augmenter en fait la puissance de frappe en cherchant à travailler principalement les appuis au sol, le transfert des forces, tu vois. Et c'est ce qu'on a fait en 2013 et le concept fonctionne très très bien. Je fais de moins en moins de formations là-dessus, mais lui est toujours resté dedans, tu vois. Et aujourd'hui, tu vois, je suis en train de sortir un tout nouveau concept qui s'appelle le kettlebell street lifting où je mixe des mouvements principaux de kettlebell avec du poids de corps. Le but étant la recherche de la puissance et de l'hypertrophie, tu vois. Et ça fait quelques temps que je travaille dessus et ça marche sur moi. On va voir comment ça fonctionne dans le temps, etc. Je me donne un petit peu de temps et je l'ai fait sous forme aussi de compétition, tu vois. Donc, c'est un mix entre l'entraînement et la compétition. Donc, toi, on peut faire plein de choses. Donc, il n'y a pas vraiment de restriction. Moi, je suis un fanatique de la partie sportive parce que c'est ce qui m'a développé, c'est ce qui m'a fait voyager, c'est ce qui m'a fait rencontrer des trucs. J'ai pris des titres, j'ai créé mon identité autour de tout ça. Mais si tu veux, mon rapport avec Strong First aujourd'hui est différent d'il y a 7, 8 ans ou 10 ans même. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu te rends compte qu'il y a des choses qui sont intéressantes, mais pour moi, hein, ça engage que moi. Strong First, ce sont des exercices spécifiques pour un domaine. On va prendre le Turkish Get-Up, d'accord? Le Turkish Get-Up qui initialement en fait est un mouvement de démonstration du cirque, puisqu'on appelle ça le Human Turkish Get-Up, et c'est pour ça qu'ils utilisaient des kettlebells à cause de l'instabilité, tu vois. C'est un mouvement qui est super intéressant, par exemple, pour le jiu-jitsu brésilien. Tu vois, là, on rentre dans un cadre spécifique, super intéressant pour ce domaine-là, tu vois. Et ensuite, en domaine de force, il faut être honnête, parce que c'est là où on est dans le dogmatisme, c'est que il n'y a pas de force maximale
avec les kettlebells, hormis pour une presse ou un bench press. Tout le reste, on est dans la puissance, ou on est dans la force vitale, on est dans l'explosion. Ouais, ou aux portes de la force. Ouais. D'ailleurs, c'est un des leitmotifs de Strong First, hein, c'est toujours de travailler à des intensités légèrement inframaximales, qui sont fatalement imprécises de par la nature des kettlebells. Et encore, il y a plus de charges qu'avant, mais bon, pendant des années, on passait de 32 à 40 directement. Donc, évidemment, la zone de charge entre les deux, c'est une zone grise de transition qui est avant tout technique et qui donc, pour beaucoup de gens qui progressent très vite ou qui sont un peu lourds, était une zone infra-maximale en termes de force, c'est évident. Et à la base, il faut savoir qu'il y avait 16, 24, 32. Moi, quand j'ai commencé, il y avait que ça. Donc, quand tu passais de 16 à 24, ça allait, mais de 16 à 32, déjà, quand ça commençait à piquer, tu vois. Et c'est vrai que il y a du bon partout. Le truc, c'est que mon discours, il n'a pas toujours été perçu correctement. Parce que, si tu veux, moi, je dénonce un petit peu le côté commercial dans le sens où les gens, ils doivent se dire une chose, c'est que dans tout concept, il y a une part commerciale. Et cette part commerciale, elle a uniquement pour but de vendre le produit. Tu vas prendre des élastiques, on va toujours voir des mecs super bodybuildés en train de tirer un élastique. Et ils sont pas devenus bodybuildés en tirant un élastique. Tu comprends? Mais ça vend mieux que de prendre un mec bedonnant. On est bien d'accord. Donc, c'est pas mauvais en soi. Mais il faut savoir virer l'aspect commercial pour prendre ce qu'il y a de meilleur, tu vois, et de pas tomber dans le dogmatisme. Et en kettlebell sport, moi, je te dis la vérité, je suis honnête, un mec qui me dit, ouais, moi, je veux faire du kettlebell sport, je veux développer ma masse musculaire, machin et tout, je vais lui dire, c'est pas ce qu'il y a de plus approprié, puisqu'on a une énorme part d'endurance. La part métabolique fait que, pour peu qu'il soit répondeur, ça va même être l'inverse. Voilà. Donc, c'est pas ce qui est le plus approprié. En revanche, s'il me dit, je veux développer ma puissance endurance, mon mental, ouais, t'es pile dans ce qu'il faut, tu vois. Mais, il faut être honnête avec les gens et après de se dire, bon, bah voilà, quand tu as des durées de 10 minutes, ou des durées de 30 minutes ou 1 heure, comme moi, j'ai beaucoup fait, tu vas pas développer de la masse musculaire. Tu vas te tracer, oui, bien sûr, parce que tu soulèves des charges, mais tu vas pas développer de la masse musculaire. Il faut être conscient des choses. Donc, il faut pas non plus vendre un truc en disant, ouais, mon sport, c'est le meilleur, ma méthode, c'est la meilleure. Non. Il faut contextualiser. Et encore tu peux trouver que ton sport est le meilleur, ça c'était passionné, ça c'est normal. Mais effectivement, il ne faut pas essayer de le transposer tel quel, comme une méthode transversale, universelle. Mais ça marque aujourd'hui le kettlebell comme ça a marqué à un moment donné les poids et haltères dans leur ensemble, quand on a eu une tendance force athlétiste dans la prépa physique, ou si tu ne fais pas ça persiste encore, hein, si tu ne fais pas du développé couché lourd dans certains sports, tu ne fais pas de prépa physique. Si tu ne fais pas de squat, pareil. Ça, c'est une marque au fer rouge de la force athlétique. Évidemment, ce sont des outils qui sont fantastiques et je les utilise quotidiennement, mais ce ne sont pas les seuls. Il y a plein de moyens d'arriver et puis surtout, ils ne sont pas adaptés à tout le monde et à toutes les disciplines. Là, en ce moment, on est dans l'ère du tout fonctionnel et si tu ne fais pas d'haltéro, tu n'es pas un bon préparateur physique. C'est pareil. Marrant, il y a 5 ans, les mecs, ils n'avaient jamais entendu parler d'un mouvement semi-technique et pourtant, c'était déjà des préparateurs physiques et plutôt des bons. Donc, c'est bien la preuve qu'il y avait plein de chemins. Et pendant un moment, c'était le culturisme aussi. Et puis, que dire de l'athlétisme? Que dire de l'athlétisme qui a marqué la préparation physique? Moi, quand j'étais étudiant dans les années 2000, quand tu voulais faire une séance de vitesse, on attendait de toi que tu dises 30, 40, 50 mètres, 50, 30. Tu faisais des séries de sprints. Et je me suis dit, mais merde, en fait, je comprends pas pourquoi on fait ça, parce que nous, on fait du judo, à la base, c'est quoi et évidemment, on était juste en train de construire notre propre discipline, et puis on tombait dans des raccourcis que des gens prenaient, soit parce qu'ils n'étaient pas très intelligents, soit parce qu'ils n'étaient pas très ouverts d'esprit, mais dans tous les cas, ils nous reproduisaient bêtement et strictement ce qu'ils avaient toujours fait dans leur vie, et eux, ils avaient été entraîneurs d'athlétisme. Voilà. Ouais. Mais c'est dans tous les domaines. Hein. Tu prends la boxe, on fait courir les mecs pendant 60 minutes. Ils ne préparent pas des marathons, les mecs. Les mecs, ils ont des rounds de 3 minutes à faire. Il faut leur faire des sprints. Tu vois, il faut leur faire de la haute intensité et de l'explosivité. Tu vois, et on les prépare sur de l'endurance pure à des vitesses moyennes.
Alors oui, Alors, on on peut va le pas faire l'enlever. pour des raisons totalement indirectes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut fabriquer de la mitochondrie, il faut des adaptations centrales. Ok, très bien. Oui, mais ça doit pas être la base Mais du truc. encore une fois, il faut qu'on sache pourquoi on le fait et dans quel Voilà. contexte. C'est pas Mais vu que reproduire ils ont exactement ce toujours qu'on a fait toujours ça, fait. vu C'est qu'ils ça. l'ont toujours fait, voilà, c'est ancré dans les mentalités. Et le problème en France, c'est que les mentalités, elles sont, comment dire, elles sont dures à briser. Et quand tu arrives avec des nouveautés et tout ça, tu passes toujours pour un guignol. Et après, finalement, on finit par se dire, ah, on va copier, machin et tout. C'est comme l'arrivée du CrossFit. Hein. Au début, le Mm. CrossFit, t'entendais qu'une chose, ouais, il y a que des blessés, il y a que des machins, il y a que des trucs, tu vois. Et puis finalement, bah, on se rend compte que voilà, s'il y a des blessés, c'est parce que c'est mal fait, quoi. C'est pas forcément que la Bon, méthode est mauvaise. en vrai, c'est pas que en France, hein. Moi, tu le sais, hein, j'ai vécu dans plusieurs pays. Je dirais que ceux qui sont les plus ouverts sont pas toujours ceux qu'on imagine. Typiquement, les Américains et les Britanniques sont pas ouverts du tout, par exemple. Quand je suis Mmh. arrivé en 2009 avec mes Swiss Ball en Grande-Bretagne, ils n'avaient jamais fait ça, les athlètes des équipes nationales. Jamais. Ah ouais. On avait de temps en temps un Swiss Ball à droite, à gauche. C'était l'apanage des kinés, mais c'était un truc, les mecs, ils m'ont pris pour un dingue. Et à l'inverse, eux, ils étaient très avancés sur les problématiques d'haltéro. Alors même que ni la Grande-Bretagne ni les États-Unis sont des pays d'haltérophilie hein, en termes compétitifs. Ouais, c'est Et plus en termes oui, techniques, je peux te dire que les références sont, tu rigoles en général. mmh. Et pour autant, quand tu disais à un gamin de 14 ans, tiens, on va faire prépa physique ce soir, on se rejoint à la salle, le mec, il arrive avec ses lifters. Hein. Il arrive avec ses chaussures d'haltéro, il cherche les plateaux, lui. Hein. Alors que le petit Mmh. Français, à l'époque, lui, il arrive avec ses running et il cherche les haies, les medicine ball Ah et ouais. personne n'a tort ou a raison dans cette histoire, en fait. C'est Oui, juste bien sûr, pourquoi ouais. on... Et moi, entre les deux, j'étais avec mes Swiss Ball et si tu veux, il a fallu convaincre et convaincre, c'était pas facile, quoi. Vraiment, ils étaient en résistance totale, les entraîneurs, les parents, les athlètes, tout le monde. Finalement, ceux que j'ai trouvés les plus ouverts d'esprit dans ma carrière, c'est pas certainement pas les Américains, certainement pas les Britanniques, pas les Espagnols qui sont très comme les Français, vraiment très similaires, j'ai trouvé. C'est plutôt les pays de l'Est. En Russie, je n'ai vu que de la curiosité. Quand j'ai travaillé en Russie, je n'ai vu que de la curiosité. Les mecs cherchaient, ah ouais, tu fais comme ça, et pourquoi? Et j'essaye. Tout le monde veut essayer. Tout le monde veut essayer le truc qui peut-être fait la différence à la fin. Mmh. Et c'était tellement, tellement rafraîchissant ce passage dans les pays de l'Est, mais vraiment, hein, vraiment. Mais ça va avec une culture de l'hospitalité, avec une culture de la curiosité. Bon, on a tué Puis, tout ça pour des il y a une raisons culture de la géopolitiques pendant force des années. aussi dans ces pays-là qu'on a perdu en France. Il Oui, y a une c'est vrai. grosse culture de la force. C'est-à-dire que c'est vrai que moi qui suis de 76, tu vois, la musculation, c'était vu, tu sais, ouais, non, on va être musclé, ça sert à rien, machin et tout, tu vois. Alors que maintenant, c'est introduit dans toutes les salles de boxe, quoi, tu vois. Tu vois, le circuit training, c'est un truc que les boxeurs, ils ont toujours fait. Et puis d'un coup, c'est devenu le truc extraordinaire, tu vois. C'est marrant parce que finalement, on fait toujours des retours en arrière, tu vois, et on cherche toujours une vérité à quelque chose alors que la vérité n'existe pas, en fait. Il faut Hmm. contextualiser. Et c'est Richelieu qui disait ça, et j'adore cette phrase. Il disait, la vérité, c'est une question d'époque, de point de vue, et, j'ai oublié le troisième, époque, point de vue et contexte. Voilà. Et tu vas te rendre compte, en fait, que pour tout, Et j'allais dire de moyens. On pourrait ajouter de moyens. ça rentre dans Parce le contexte. Ouais. qu'effectivement, ce qui t'a amené au, oui, c'est vrai, ça rentre dans le contexte. Ce qui t'a amené au kettlebell, tu l'as dit, c'est qu'à un moment donné, tu changes géographiquement d'endroit, tu te retrouves avec des moyens différents, limités. Effectivement, si tu as du cardio à faire avec un mètre carré, le kettle, c'est hyper adapté. Voilà. Ah ouais, ouais, Un ça c'est rameur, ça rentre incroyable. pas là. Tu vois, voilà. Bon, Mm. tu trouves un autre moyen, un autre outil. C'est vrai que moi, j'ai toujours été gêné par ces gens qui t'obligent à faire un choix, à te radicaliser, à t'enfermer dans une méthode. Alors, si c'est ton sport, encore une fois, on me dit, tu fais du triple Ouais. saut, tu fais du triple saut, il va falloir sauter à un moment donné. Bon, ok. Mais la pliométrie, du coup, doit pas devenir un mode de vie pour tout le monde. Tu vois, probablement que c'est moins important même si le judoka en fait un peu, mais c'est moins important pour le judoka. Ouais, Euh, absolument.
Non, mais pour en revenir à Strong First, c'est ça le truc, c'est qu'il y a des choses qui sont très intéressantes. Tu vois, leur manière de faire le strict press, moi, je la trouve très intéressante parce que le press à un bras, c'est quelque chose que je condamne. Moi, je trouve que c'est dangereux pour les gens qui n'ont pas un gainage parfait, tu vois, qui vont se flinguer la colonne. Et nous, c'est vrai qu'on a une épreuve qui s'appelle le pentathlon, tu vois. Et le pentathlon, dedans, tu as du strict press. Et en pentathlon, on a des athlètes qui sont extrêmement forts, tu vois. Et en presse, vraiment, on a des mecs, on a des Polonais là qui pressent à 48 kilos sur des épreuves de 8 minutes, c'est des tueurs, quoi, tu vois. Et de 6 minutes, pardon. Et si tu veux, quand je vois la position de leur corps et tout sur le strict press, moi, je suis pas, tu vois, et je parle de mon sport, hein. Je suis pas, tu vois, pour la santé, moi, je suis pas top. Par contre, en double, le strict press en double, là, ouais, je te dis, ouais, c'est super intéressant. Et à la limite, tu vois, la méthode de respiration Strong First par rapport à ça, eh ben, tu vois, si on peut dire est-ce qu'il y a de mieux, je dirais qu'elle est peut-être plus adaptée pour ce mouvement-là, tu vois. Mais sur d'autres trucs, comme pour les swings et tous les mouvements balistiques, même le snatch, tu vois, le Strong First fait des snatchs en flip, tu vois. Pour un débutant qui ne maîtrise pas son insertion de la main, il va s'exploser l'avant-bras. Nous, ce qu'on explique toujours aux débutants, c'est d'avoir une prise neutre et de la faire tourner sur l'extérieur. Parce qu'en fait, c'est l'insertion de la main qui va faire en fait une entrée douce dans la kettlebell qui va éviter toute percussion, etc. Et cette insertion, elle se fait au niveau de la tête, tu vois. Et d'ailleurs, quand tu regardes bien un snatch effectué par un Girvik, en fait, il y a un ralentissement sur la fin. Tu vois, ça n'arrive jamais brutalement, en fait. C'est parce que justement, c'est le moment de l'insertion de la main et où l'épaule, elle travaille, elle stabilise la kettlebell, tu vois. Mais, tu vois, en strict press, tu vois, moi, je trouve intéressant la méthode Strong First, tu vois. Parce que on est sur quelque chose où effectivement, il y a un gainage complet du corps, tu vois, et pour de la force maximale, là, ça devient intéressant. Moi, je suis pas fan des. Tu vois, le pentathlon, c'est une épreuve que je fais pas. Parce que dedans, il y a du strict press à un bras sur 6 minutes. 6 minutes, ça commence à être long. Sur une épreuve comme ça, qui vraiment, ça demande vraiment de la force, quoi, tu vois. Avoir des mecs qui sont tordus comme ça, tu vois, au niveau du dos, moi, je suis pas. Et ça encore, après, c'est un choix. C'est-à-dire que si ta passion, c'est de soulever lourd sur certains mouvements qui te procurent des sensations, qui te procurent du plaisir, à la fin, c'est ça la clé, hein. Ça devient une fin en soi. Moi, je trouve pas ça fonctionnellement plus bête que de se faire projeter à plat dos 20 fois par jour ou de prendre des pains dans la gueule, même avec des gants, tu vois. Ouais, mais moi, je parle voilà, à partir du moment où tu appliques des contraintes mécaniques répétées sur un organisme, de toute façon, si c'est trop répété, trop régulier, trop intense, c'est pas une bonne idée. Bon. Mais si c'est comme tout, je veux dire, tu vois, il y a que du poison, tout n'est que question de quantité. C'est toujours pareil. Si tu bois trop d'eau, tu meurs aussi. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que quand, à l'inverse, tu te positionnes dans ma posture de préparateur physique, là, tu as complètement le choix. C'est délibéré. Si tu prépares un footballeur, c'est délibéré que de lui faire un strict press ou un press triché. Tu vois, c'est toi qui choisis. C'est toi qui programme la charge. Et là, tu n'as plus d'excuses parce que tu dois prendre la charge qui apporte le meilleur rapport contrainte mécanique, exposition à la blessure, gain de performance. Et effectivement, là, le fait d'être hyper rigoureux et un peu radical sur les placements, sur les positionnements, etc., eh ben, t'augmentes tes chances de blesser personne. Pour moi, la blessure en préparation physique est interdite. C'est interdit. Moi, j'ai jamais eu un mec qui se blessait en poids haltère. C'est l'endroit où on contrôle absolument tout ce qu'on fait. Il n'y a plus de hasard. Donc, s'il y a un blessé, c'est la faute du coach. Je suis d'accord. Totalement d'accord. Alors là, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Mais tu sais, moi, c'est le discours que je tiens avec mes athlètes. C'est-à-dire que je leur dis, écoutez, on a un sport amateur, on n'est pas des professionnels, la blessure, elle n'est pas tolérée. On ne va pas se blesser alors que c'est nous qui payons nos voyages. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, il faut peser le ratio entre risque, bénéfice. Et quand tu sais combien ça nous coûte un voyage, qu'on a des difficultés à trouver des sponsors, qu'au final, tu fais ça pour une médaille, réfléchis. Parce que ta santé, tu vas l'avoir. Toi. Voilà, c'est la priorité, la santé, c'est la priorité. Et c'est pour ça que, tu vois, par exemple, le swing, si on fait un comparatif Strong First
et swing balistique en fait type kettlebell sport, moi je favorise ce type de swing parce que pour tous les âges, que ce soit des enfants ou des personnes âgées, il y a tellement de mobilité, il y a tellement d'intérêt à faire ce mouvement-là. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo où on m'avait fabriqué une machine pour que je puisse charger à mort dessus. J'avais mis 100 kilos et j'avais fait 30 swings avec 100 kilos, tu vois. Et j'ai pas du tout un swing strong first. J'ai un swing, ce qu'on appelle un swing squat en 2 temps, tu vois, et j'ai pas un swing en oscillation non plus. Tu vois, j'ai un Ouais. swing en 2 temps, un swing squat, tu vois. Et ça passe très bien. Et je suis pas quelqu'un de fort, tu vois. Donc, voilà, il faut se dire que on prend la technique qui correspond à ce qu'on doit faire. Et je pense qu'il faut avoir un gros panel technique. C'est comme une caisse à outils, mais c'est une caisse à outils technique. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire ça, je vais prendre cette technique-là. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire ça, je vais prendre cette technique-là. Mais il n'y a pas de technique absolue. Il faut contextualiser. Et je pense que dans l'utilisation des kettlebells, mais comme dans tout, il faut contextualiser. Il y a du mieux, mais dans un certain contexte. Point barre. Il n'y a pas une vérité générale à se dire si je fais strong first, je vais être super fort, super endurant. Si je fais du kettlebell sport, je vais être super fort, super endurant. C'est débile comme débat. C'est complètement débile. Ça n'a absolument aucun sens. On a les mêmes problèmes, nous, en kettlebell sport, où tu as des mecs qui font 10 minutes traditionnelles et des mecs qui font 30 minutes. Les mecs de 10 minutes, ouais, mais c'est le vrai. Mais quel vrai faux? C'est pas la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais les gens forts, mais non. Nous, on a démontré par A plus B que des mecs qui faisaient 30 minutes, des mecs qui faisaient 10 minutes, qui venaient sur 30 minutes, ils ne pouvaient pas forcément gagner, puisque ce n'est pas le même effort, ce n'est pas la même condition physique, C'est pas le même sport. C'est pas le même sport. À un moment donné, voilà, il faut arrêter ces concours de beats, tu me pardonneras l'expression, mais de savoir si Batman il est supérieur à Spider-Man, quoi, tu vois. Et c'est c'est pour ça que je me bats en fait, mais c'est pas toujours perçu correctement parce que quand tu l'écris sur un post, tu sais, les gens ils partent tous dans une direction en fonction de justement de leurs idées, tu vois. Et oui, tu combats Strong First, mais je combats personne, moi, si tu veux. Moi, je développe un peu. Non, c'est pas, au contraire, c'est pas du tout la question. Bien au contraire. Écoute, on va devoir couper là-dessus. Si les gens ils veulent une suite, qui demandent, et puis ça avec plaisir en tout cas. C'est ça m'a vraiment fait plaisir d'échanger avec toi. Peut-être on fera la suite justement sur Batman contre Spider-Man, parce que je suis pas tout à fait d'accord. Mais bon, on en reparlera. Ouais, pas de problème. Bon, salut à tous. Merci de nous avoir écoutés. Franchement, Stéphane, c'était un grand plaisir d'échanger avec toi. Pareil. Bien en phase. Et j'espère qu'on aura bientôt l'occasion de s'entraîner ensemble. Et prends soin de toi. Merci à toi. Ciao, ciao. Salut.